Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Euh, il est 20 heures pétantes, je suis donc bien là, je vais attendre que certains commencent à nous rejoindre avant d'aborder le stream du jour. Donc, comment ça va pour ceux qui sont parmi nous, qui sont connectés. Comment s'est passée votre semaine? Pour ce qui me concerne, la semaine a été très bonne, avec un certain nombre de nouvelles que je serais ravi de partager avec vous dans les minutes qui viennent. Je serais ravi, bien sûr, d'évoquer avec vous le thème du jour, qui est, oui, bonsoir, on a un invité, un participant. Et donc le thème du jour qui sera sur la collecte de données, et finalement quand est-ce qu'on doit s'arrêter, à partir de quel moment on peut estimer qu'on en a suffisamment. Mais avant ça, avant d'entrer dans le vif du sujet, bonsoir Rachel. Je vais vous donner quelques éléments d'actualité de l'IA qui me semblent importants, et puis également quelques éléments de ma propre actualité, de notre actualité, à Rachel, Mirella, qui sera peut-être des nôtres ce soir, Laz, dont j'ai parlé la semaine dernière, et moi-même. Donc là, je vois qu'on a un deuxième participant, donc sois le bienvenu, donc qui que tu sois, sois le bienvenu, comme aurait dit Philippe Catherine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson des années 80 avec Tricatel, Bienvenue étranger, quand il s'adresse à Foutrax. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Je vais juste voir si j'arrive à le retrouver. Parce que ça peut valoir le coup avant d'attaquer. Alors, Foutrax et Monsieur Catherine, ouais, c'est celui-ci. Euh, Normalement, ça devrait être bon. Alors, je vais juste vous le... Bonjour étranger, d'où viens-tu? Tu m'as l'air bien curieux. Mais qu'est-ce qui te fascine donc chez moi? Monsieur Catherine, n'êtes-vous pas un romantique? Monsieur Catherine, Monsieur Catherine. Quelle importance, quelle importance. Nous ne nous reverrons jamais. Mais quel est ton nom? Je ne vais pas vous le mettre en entier, hein, c'était juste pour vous mettre en jambes. La chanson, c'était Parlez-vous anglais, Monsieur Catherine. Phil Catherine et Foutrax, un robot extraterrestre. Donc on est un peu dans le thème du jour. Mais ce que je trouvais rigolo, c'était au début mais qui es-tu, étranger? Voici, donc juste pour accueillir ceux et celles que je ne connais pas ou qui ne se manifestent pas. Donc pour cette semaine, l'actualité de l'IA a été peut-être un peu moins chargée que les semaines précédentes. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu, hein, mais en tout cas moins flagrant. Moins flagrant, des choses surtout discrètes finalement. Je ne vais pas dire des choses qui se sont produites en catimini, parce qu'il ne s'agit pas tout à fait de ça, mais des choses qui ne sont pas spécialement spectaculaires, mais importantes quand même. Alors, les quelques éléments qui sont, à mon avis, importants sont de plusieurs ordres. Tout d'abord,
Tout d'abord, on a eu du côté des géants de l'IA quelques, je ne vais pas dire quelques changements, mais en tout cas quelques évolutions importantes pour la suite, en tout cas pour l'avenir. L'une, un truc qui m'a frappé, mais qui est passé complètement inaperçu, probablement à cause à la fois de la guerre au Moyen-Orient et à cause des surprises qu'ont pu révéler les élections municipales, mais aussi certains scandales qui ont suivi l'élection de nouveaux conseils municipaux, eh bien, un certain nombre de choses sont passées complètement à la trappe. Et ces choses concernent Google, Elon Musk en personne et Nvidia, pour ne parler que de ces entreprises, en tout cas pour commencer. Moi, ce qui m'a frappé cette semaine, c'est que Google a annoncé, alors de manière très confidentielle, mais ou complètement inaudible plutôt, a annoncé créer ses propres puces, des puces quantiques. Donc Google, à présent, va devenir un opérateur qui maîtrise toute la chaîne de valeur depuis l'alimentation électrique, avec les premières centrales nucléaires dans lesquelles il a investi, si vous vous souvenez bien, jusqu'au client final qui surfe sur Internet, comme dirait quelqu'un que je connais et qui n'est peut-être pas là ce soir, qui surfe comme un coyote sur le Fed. Donc, Google a annoncé qu'ils allaient fabriquer leur propre puce quantique pour l'informatique quantique. Bonsoir Fantôme 2A. Donc ces puces quantiques vont avoir une grosse incidence sur plusieurs choses. Tout d'abord sur le marché des puces, sur le marché de l'électronique, dans la mesure où aujourd'hui il y a une course effrénée aux processeurs, il y a des contrats massifs qui sont signés entre les grandes entreprises de la tech, de l'IA et les principaux fabricants de processeurs et de puces, à commencer par Nvidia, et ceci crée une énorme dépendance. La semaine dernière, j'avais évoqué le fait que Nvidia fait la pluie et le beau temps quelque part. Salut Francky, je t'aurais pas reconnu sous ce pseudo. Donc, je disais que la semaine dernière, j'évoquais le fait que Nvidia faisait la pluie et le beau temps sur les marchés auprès des startups de l'IA, en investissant massivement à tour de bras à droite et à gauche, et en créant en fait une double dépendance, à la fois une dépendance des startups de l'IA vis-à-vis de ses financements, et à la fois une dépendance des géants de l'IA vis-à-vis de ses puces, finalement de ces processeurs qu'il produit à sa guise, finalement, c'est-à-dire selon son propre cahier des charges, selon son propre rythme et à son prix. Grosso modo, on n'est pas sur une situation de monopole, mais sur une situation dominante dont l'entreprise n'est pas loin d'abuser. C'est-à-dire que l'abus de position dominante, c'est celle dans laquelle l'entreprise décide finalement de à qui elle va vendre, pourquoi, comment, et qui peut décider en cours de contrat, en cours d'exécution du contrat, d'en changer les termes. Et grosso modo, c'est ce que redoutent les grands de l'IA, ou les grands de la tech plus largement, donc Google en premier, Amazon également. Donc Amazon, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, a signé un contrat de 30 milliards avec ST Microelectronics pour avoir ses propres fournisseurs autres qu'NVIDIA. Et donc là, Google décide de fabriquer ses propres puces. Ce qui veut dire en fait un manque à gagner énorme pour NVIDIA. Au même moment, et donc je ne sais pas du tout dans quelle mesure c'est une sorte de concours de circonstances ou pas, mais je ne crois pas tellement au hasard dans ces circonstances-là,
Nvidia a annoncé également le lancement de puces quantiques pour alimenter les ordinateurs quantiques qui n'existent pas encore, hein, et pour alimenter l'IA quantique qui n'existe toujours pas. Hein. Mais donc on a Nvidia qui quelque part s'est positionné ou a essayé de se positionner aussi sur le quantique, et au même moment Elon Musk a fait la même l'annonce comme quoi il produirait, en tout cas avec Tesla, donc que Tesla produirait des puces quantiques et des processeurs quantiques pour l'IA. Donc en gros, Tesla ne deviendra plus, ne sera plus véritablement un constructeur automobile articulé autour du logiciel, mais un constructeur automobile articulé autour des processeurs et autour du quantique. Donc en gros, les voitures Tesla à venir seront des laboratoires, on va dire des roues de hamster quantiques, dont les conducteurs finalement seront les cobayes ou seront les hamsters à proprement parler. Donc on a ceci qui se présente, ce qui veut dire que les trois géants, Nvidia, Google et Tesla, sentent venir prochainement l'informatique quantique et l'IA quantique. Comme je vous avais expliqué, alors de manière assez grossière et pas super claire la dernière fois, les principes de l'informatique quantique, l'idée est de pouvoir démultiplier la projection de données à la fois donc sur un espace infini et à la fois de pouvoir s'assurer qu'aucune des données projetées, peu importe où, ne puisse être captée par n'importe qui n'y soit pas autorisé, grosso modo. Donc ça veut dire que on est en gros sur une informatique qui ne cherchera pas systématiquement un chemin le plus linéaire pour aller d'un point à un autre pour transmettre une donnée ou pour connecter des données, mais prendra un chemin qui sera considéré comme quelque part optimal compte tenu de l'espace-temps, compte tenu d'un certain nombre de choses que je n'ai pas toutes bien comprises, hein, bien sûr. Et finalement, oui, quantique, oui, on est d'accord, hein, c'est un peu vague. Hein. Donc l'idée du quantique, c'est vraiment d'être sur alors deux choses en fait. L'ubiquité, c'est-à-dire qu'on peut avoir une donnée ou un acteur qui est à deux endroits à la fois. Alors sur un plan strictement physique, c'est pas possible d'être à deux endroits à la fois. On est à l'un ou à l'autre. Et en fait, l'informatique quantique ou la physique quantique déjà, par un jeu de projection dans l'espace, nous permet d'être sur plusieurs repères à la fois et donc d'avoir des coordonnées différentes, tout en étant apparemment au même endroit. Je dis apparemment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose avec l'informatique quantique, c'est que elle se distingue de l'informatique qu'on connaît aujourd'hui qui projette en ligne droite. En gros, on projette une info, on la balance en ligne droite et elle atteint un point. Avec l'informatique quantique, elle peut prendre n'importe quelle direction sur un axe. Ce qui est important, c'est pas tellement qu'elle arrive à un point donné, c'est qu'elle arrive en gros sur un axe donné et finalement notre récepteur peut se retrouver n'importe où sur cet axe. Et donc où qu'il soit sur cet axe, il se retrouvera sur le bon point. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Salut Clément, salut J Cocotte. Donc grosso modo, c'est ça que ça veut dire en fait, l'informatique quantique. Et donc ça veut dire que on peut, donc pour être assez trivial, on peut faire passer de la donnée partout où il y a de la bande passante, sans que ce soit forcément par le chemin le plus court a priori, sans que ce soit forcément en ligne droite, et sans qu'il y ait à programmer la ligne qui va être occupée. Et donc le génie derrière l'informatique quantique, c'est que non seulement on peut balancer n'importe où, mais le récepteur, où qu'il soit, quel que soit le point de réception, recevra au bon endroit. Et c'est en ça qu'il y a cette histoire d'ubiquité. C'est-à-dire que le récepteur est à un endroit, mais finalement est aussi à l'endroit où arrive la donnée, qui n'est pas forcément l'endroit où
où on avait projeté de l'envoyer au départ. Alors maintenant, ne me demandez pas par quel prodige c'est possible, ça c'est un truc que j'ai pas bien compris, enfin pas bien, c'est même pas compris du tout, pour être très clair, mais c'est ça qui fait, enfin c'est l'une des choses faisant que il y a énormément d'espoir fondé dans l'informatique quantique et dans l'IA quantique, parce qu'on comprend, enfin moi ce que je comprends en tout cas, c'est que à projeter n'importe où en gros il y a de la bande passante sans avoir à réfléchir, eh bien finalement on démultiplie les possibilités. C'est-à-dire que jusqu'à présent, grosso modo, on a un tuyau, enfin un câble, et les données passent dans le câble en question. Je ne vous parle même pas de règle de priorité. Là, imaginez que votre câble, il peut se démultiplier en une infinité de câbles ou de sous-câbles indépendants les uns des autres. Et tous aussi puissants les uns que les autres. Parce que ce n'est pas une question de juste réduire la taille du tuyau, avoir un débit plus faible et des tas de tuyaux qui fonctionnent sur un débit faible. Non, non, justement, c'est une sorte de réplication à l'infini de l'existant. Et donc, ça veut dire que, théoriquement, et c'est aussi toute la limite, théoriquement, les possibilités techniques de la transmission quantique sont infinies. Ça veut dire que, grosso modo, on pourrait avoir une vitesse de transmission des données par l'informatique quantique qui serait infinie. Alors, infinie, mathématiquement je le comprends, mais intellectuellement j'y arrive pas. Je n'arrive pas à me représenter ce que ça peut être qu'une vitesse infinie. Déjà la vitesse de la lumière, c'est un sacré concept pour moi. Mais du coup l'infini, donc la vitesse de la lumière 300 000 km/s, donc infini, voilà, c'est encore plus. Donc tout ça pour dire que c'est ça qui est très prometteur, c'est qu'en gros ça démultiplie, et ça démultiplie aussi à des coûts d'alimentation en énergie quasi équivalents à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est aussi ça qui est très prometteur, c'est-à-dire qu'en gros le quantique, paradoxalement, en permettant une consommation, enfin une production ou une transmission de données infinies, consomme autant que nos technologies aujourd'hui limitées, en fait. Donc quelque part, on se retrouvera dans une situation où à la fois on pourra promouvoir de la frugalité tout en étant dispendieux dans les usages. Et compte tenu de ça, forcément, le premier qui aura développé un processeur quantique stable et qui marche bien, lui aura remporté le jackpot. D'où la course effrénée aujourd'hui vers l'informatique quantique. Je voulais ajouter un truc là-dessus. Aujourd'hui, sur l'informatique quantique, une chose que j'ai comprise lorsque j'étais à Cyberwall in Galaxia, donc vous savez, l'Académie de la cybersécurité, l'Académie européenne de la cybersécurité, avant Noël. Donc quand j'y étais, j'avais discuté avec des spécialistes européens, des pontes européens du quantique, à qui j'ai dit « Excusez-moi, je vais être vraiment le gros béotien de l'endroit, j'ai pas compris ce que c'était que le quantique, j'ai pas compris comment on pouvait être sur de l'infini et comment on pouvait concevoir, penser l'infini sans erreur. » Et il me disait, mais justement, c'était tout l'enjeu. Et je leur disais, mais je comprends pas comment, quand on a de l'infini, on peut projeter quelque chose et être à peu près certain que ça tombera où on veut que ça tombe. Et il me disait, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que le quantique projette, mais on ne sait pas où ça tombe. On sait que ça peut tomber à tous les endroits à la fois, on sait qu'il y a l'ubiquité possible, mais on ne sait pas le modéliser, on ne sait pas le concevoir, et donc il y a des erreurs possibles. C'est-à-dire qu'on imagine que quand on va projeter dans un tuyau, ça ira dans tel tuyau qui est susceptible d'être libre, et non, un autre tuyau complètement inattendu sera utilisé, moyennant quoi, quand on essaiera d'aller récupérer au bout du tuyau auquel on avait pensé au départ, il n'y aura rien, donc il y aura finalement une erreur. Et c'est ce qui fait que ça progresse encore relativement lentement. Mais tout ça pour dire que aussi bien Elon Musk que Google et Nvidia sont sur les starting blocks, sont vraiment dans les starting blocks et prêts à démarrer sur le quantique, qui ouvre un champ des possibles qui, pour moi, dépasse complètement l'entendement. Alors,
En parallèle de ça, on a eu cette semaine quelque chose qui est à peu près anecdotique, ou qui peut paraître anecdotique, mais en fait qui ne l'est pas à mon avis. À savoir, OpenAI a annoncé, alors évidemment discrètement, parce que c'est pas le genre de truc dont on fait une grosse pub, a annoncé la fin de Sora. Alors Sora, c'était quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'était le logiciel d'OpenAI qui permet de créer des vidéos plus vraies que nature. Sora était la création d'OpenAI qui, en gros, allait ringardiser les effets spéciaux au cinéma, qui allait démocratiser la production de films à sensation, de films d'action, de films catastrophes, de films de science-fiction. Et donc Sora a à la fois énormément inquiété l'industrie du cinéma, mais aussi paradoxalement, Sora a été un gros boulet qu'a traîné OpenAI pendant plusieurs mois. Donc je crois que Sora existe depuis, ça doit être depuis le mois de novembre ou décembre, donc 3 ou 4 mois. Arrêtez-moi si je me trompe, hein, les copains de l'académie. Hein. Notamment Francky, si je me trompe sur les dates concernant Sora, n'hésite pas à corriger, hein, s'il te plaît. Donc disais-je, Sora a été un gros boulet pour OpenAI parce qu'en fait, vous avez Sora qui a été victime de son succès. C'est-à-dire que quand, grosso modo, l'outil était d'utilisation quasi gratuite. Alors je dis quasi gratuite, donc vous aviez quelques limites, mais enfin un peu comme pour tout, mais grosso modo c'était une utilisation quasi gratuite, quasi illimitée, moyennant quoi les utilisateurs qui l'ont découvert en ont usé et abusé, consommant énormément de ressources en IA, donc consommant énormément de processeurs, les fameux processeurs, les fameuses puces dont je parlais tout à l'heure, avant même de parler du quantique. Hein. Et donc OpenAI s'est retrouvé à financer, devoir financer par lui-même les usages de ses clients non payants. Vous vous retrouvez donc avec une entreprise, OpenAI et ChatGPT, etc., très populaire auprès du public, parce que toutes les semaines, ils lancent une nouvelle technologie qui révolutionne complètement un métier, une industrie, démocratise un certain nombre de choses pour le grand public, mais donc tout ça à coût de centaines de milliards de dollars, mais sans en faire entrer un seul. 2024, ok, autant pour moi. Merci pour le rappel historique. Et sans faire entrer quasiment $1. Donc, le problème d'OpenAI, c'est finalement de savoir comment on va gagner de l'argent. On a dépensé déjà plusieurs centaines de milliards. On s'est engagé déjà sur plus de 1000 milliards de dollars de contrats, notamment avec Nvidia, pour des puces, pour des processeurs. Comment on va financer ça? Et figurez-vous que vous avez donc OpenAI, donc ChatGPT a, je crois, l'équivalent de 800 millions de clients, ou d'utilisateurs, parmi lesquels 5% payent un abonnement. Et l'abonnement n'est pas forcément hors de prix. L'abonnement le moins cher est autour de 8 € par mois. En moyenne, c'est autour d'une vingtaine d'euros. Il y a un abonnement à 230 € par mois dont je n'ai pas bien compris ce qu'il apportait de plus par rapport à celui qui est à 20. Moi, j'ai un abonnement à 20 € et je crois que je ne l'ai vraiment fait exploser qu'une seule fois. Une seule fois cet été et en plus sur un truc que je n'ai pas compris. Donc tout ça pour dire que vous vous retrouvez avec une boîte qui innove énormément, qui brûle énormément de fonds propres, qui s'endette à mort, mais qui ne fait pas rentrer d'argent et qui est très populaire. Alors, je dirais, c'est facile pour une entreprise d'être populaire quand vous donnez du service gratuit, hein, bien sûr. Mais donc le problème d'OpenAI est comment est-ce qu'on va gagner de l'argent aujourd'hui. Et donc Sam Altman, peu avant l'introduction en bourse à venir d'OpenAI, a décidé de se recentrer sur les entreprises. Comme le fait déjà quelque part Anthropic, dont on a déjà parlé.
Anthropic, donc l'entreprise de Dario Amodei qui est en bisbille avec le Pentagone et dont je pense qu'elle risque de se faire avaler par Amazon tôt ou tard. Donc OpenAI souhaite se dégager de ce modèle grand public pour revenir dans la course des entreprises. Alors en quoi les entreprises sont plus lucratives que le public? Bon, c'est très simple. Les entreprises, en fait, vous leur vendez un certain nombre de services taillés sur mesure et les entreprises payent aussi à l'usage. Et elles payent pour avoir quelque chose qui marche et quelque chose qui soit sécurisé. Là où le grand public, en règle générale, se pose moins de questions sur ces sujets-là. Donc moi, ce que je sens venir, je l'avais peut-être dit ici même il y a quelques semaines, je ne me souviens plus, mais ce que je sens venir, c'est le jour où OpenAI finalement se délestera d'un certain nombre de ces gadgets, alors qui sont de très très belles trouvailles, hein, mais se délestera de ces gadgets, soit en les revendant à d'autres entreprises, type Disney. Donc OpenAI avait un contrat avec Disney qui a été annulé au moment où ils ont annoncé la fin de Sora, mais on pourrait très bien imaginer qu'OpenAI revende pour quelques milliards à Sora, à Walt Disney ou à Netflix pour la production de leurs propres vidéos. On peut imaginer que de la même manière, ce qui est donc les outils de création musicale d'OpenAI soient aussi cédés à, je sais pas, on va dire Sony par exemple, Warner Music par exemple, ou éventuellement Deezer, bon, même si ça m'étonnerait concernant Deezer. Ça m'étonnerait parce que justement, ils traquent tout ce qui est généré par l'IA. À la limite, ils pourraient racheter un tel outil pour mieux l'enterrer. À voir. On peut tout à fait imaginer aussi la situation dans laquelle OpenAI nous dit, bon, maintenant, fini la récré, ces services gadgets seront maintenant des services payants. Alors, cher ou pas cher, j'en sais rien, mais des services payants, ce qui veut dire que ça n'aura plus aucun intérêt pour le public, qui justement y trouve son compte parce qu'aujourd'hui c'est gratuit. Donc on se retrouve vraiment à un moment charnière pour OpenAI, je vous disais, à quelques semaines de son introduction en bourse. Affaire à suivre donc. À côté de ça, l'Union européenne a décidé péniblement d'un plan d'investissement de 15 milliards d'euros dans l'IA pour des startups de l'Union. Je dis péniblement parce que ça fait sourire quand on compare aux centaines de milliards de dollars qui circulent de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire que là, on se retrouve, comme je vous disais, avec 15 milliards à partager grosso modo entre 27 États membres. Donc, sans faire une moyenne, ça voudrait quand même dire qu'on risque de se retrouver avec maximum 1 milliard d'euros pour les grands pays de l'Union. Bon, 1 milliard, c'est moins que ce que dépense OpenAI par jour. Avec ça, effectivement, on risque d'avoir un peu de mal à faire rejaillir, à faire émerger des géants. J'ai entendu dire, mais ça m'a fait sourire, j'ai entendu dire que oui, ce plan de 15 milliards était vraiment fantastique et allait détourner énormément d'argent des États-Unis vers l'Europe. Alors moi, je ne crois pas. Très honnêtement, ça me surprendrait vraiment. Compte tenu du facteur de puissance. Là, on est sur un facteur 100 entre les États-Unis et l'Europe, voire 100, voire 300, 400. Donc, à mon avis, ce sera une goutte d'eau dans l'océan. Et ceci m'amène aussi vers ma propre odyssée de l'IA et vers quelques éléments, notamment un
dont je vous avais peut-être fait part la semaine dernière, mais je ne me souviens plus. C'était Laz, notre associé américain, qui, voyant le business plan et notamment les projections financières, me dit non, là, ça ne va pas le faire. Je dis il me dit tant la première année, c'est pas possible. Tant, c'était peu, enfin peu. C'était quelque chose du genre 50 ou 80 000 euros sur la première année ou la deuxième année, je ne me souviens plus exactement. Elle me dit ça va pas le faire. Je dis bon. Et il me dit non, aux États-Unis, une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires, c'est une TPE. Donc on peut pas raisonnablement présenter des projections, surtout quand on est dans la tech, qui sont inférieures à 1 million d'euros la première année. Donc il me dit je vais revoir ça. Donc tout ça pour dire que les chiffres qu'on a l'habitude de voir circuler de ce côté-ci de l'Atlantique peuvent nous paraître élevés, mais sont dérisoires par rapport à ce qui circule de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc quand péniblement ici on déploie 15 milliards, mais là-bas 15 milliards, une personne peut les mettre sur la table sur un caprice, sur un coup de tête. Elon Musk, Jeff Bezos par exemple. Donc, ou Warren Buffett, donc qui est l'investisseur qui avait racheté, Heinz, donc le ketchup, qui avait racheté également une partie des actions Apple et était le premier actionnaire privé d'Apple. Il a pu donc sur de la trésor qu'il avait en poche. Bref, tout ça pour dire donc on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, on n'est pas du tout sur les mêmes planètes. Alors, ça m'amène donc sur mon odyssée dans l'IA, notre odyssée dans l'IA. Donc cette semaine, j'ai fait plusieurs choses. La semaine dernière, j'étais au salon d'expérience étudiante qui est organisé par l'un des grands prescripteurs de l'enseignement supérieur qui s'appelle Headway Advisory. Et donc moi je les connais depuis des années, Headway, et donc l'organisatrice m'avait suggéré de venir, me disant tu verras, tu auras un certain nombre de DG d'écoles qui viennent, enfin le salon est surtout pour eux, donc ça peut être le moment. Et ben ok, j'y suis allé en ayant dans l'idée effectivement de rencontrer un certain nombre de DG. Et ça n'a pas raté, donc j'en ai rencontré plusieurs. Le salon durait 2 jours, j'ai pas pu rester les 2 jours, mais la première journée m'a suffi, en tout cas. C'est-à-dire que d'abord, j'ai... Alors, une petite anecdote rigolote, quand j'arrive au salon, je vois un DG que je connais depuis quelques temps et qui me présente à des gens qui me connaissaient déjà, donc ça c'était aussi rigolo, et disant Vassili a fait des trucs remarquables, des outils remarquables d'évaluation du mémoire assistés par l'IA. Donc ils ont dit oui, je sais, je connais, on en a déjà parlé, etc. Et puis là, je lui dis mais du coup, toi t'en es où de la souscription à mes outils, parce que c'est bien. Il me dit, bah moi où j'en suis, quoi, personne t'a rappelé? Bah non. Il me dit, mince, c'est une merde alors. Demain, je dois annoncer à mes profs que je vais réduire leur charge de travail de 25 à 50% sur la direction des mémoires, parce qu'on a un outil qui va faire une partie du boulot, et là, tu m'apprends qu'on ne l'a pas. Je dis, bah oui, je t'apprends que vous ne l'avez pas, mais personne n'a donné suite. Il me dit, merde alors, bon, rappelle-moi la semaine prochaine, il faut qu'on règle ça. Donc, plutôt encourageant. Ça, c'était juste à l'arrivée au salon, vous voyez. Donc, imaginez, le reste de la journée a été pas exactement du même acabit, mais en tout cas sur la même lignée, sur la même lancée. J'ai donc pu incroyable la com, t'as vu ça, hein? Donc, en fait, j'ai compris un truc. J'ai compris à cette occasion un truc qui est quand la décision finalement se perd. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que ça m'arrive, où j'ai un DG qui est enthousiaste, qui pousse, j'ai ensuite d'autres directions qui participent, qui sont sans doute enthousiastes, ou peut-être un peu moins, j'en sais rien, et puis je pense qu'entre eux, ils ne se sont pas mis d'accord sur qui donne suite. C'est-à-dire qu'ils ont dû dire, et moi je l'ai fait aussi à mon époque, hein, quand j'étais sur des postes équivalents, ils ont dû se dire, bon, bah ok, bah on le recontacte tel jour, blablabla, ou regardez de votre côté, puis bah on le rappelle.
Et on, c'est qui? Et à partir du moment où ils ne se sont pas mis d'accord sur qui rappelle qui, bah, il y en aura forcément un, enfin chacun sera susceptible de se dire que l'un des deux autres l'a fait, ou que l'un des deux autres a changé d'avis. Mais évidemment, sans en parler entre eux. Donc bravo la com, oui on est bien d'accord, la com interne, c'est souvent là que le bas blesse. Et à mon avis, si j'ai quelques difficultés à transformer l'essai, c'est en grande partie parce que la décision se perd. La décision se perd. À un moment donné, les processus décisionnels sont formalisés, mais à un moment donné, qui prend le relais n'est pas clarifié. Donc Clément, tu dis une limite à la relation interpersonnelle et du passage d'une bande de gus à une entreprise. Alors, il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être un petit peu de ça, mais je pense qu'il y a aussi autre chose, qui est que on est dans l'enseignement supérieur sur un fonctionnement qui, en règle générale, ou le plus souvent, se veut collégial. Et donc, rarement, on a un DG qui décidera tout seul dans son coin ou qui imposera une décision à une équipe. Même s'il a envie de faire passer quelque chose, il aura forcément besoin de relais qui pourront en fait pousser sans que ça vienne forcément d'en haut, sans que ça donne l'impression de venir d'en haut. Et à l'inverse, si un DG qui a envie de pousser un truc se rend compte que ça risque de ne pas prendre, ben, il a peu de raisons de se heurter au refus de ses équipes. Donc il préférera passer le truc sous le tapis plutôt que d'affronter une bronca. Donc finalement, c'est sur la limite de la relation interpersonnelle et du passage d'une bande de gus à une entreprise, c'est pas exactement ça, tu vois. Il pourrait y avoir un petit peu de ça à certains endroits, mais de ce que je comprends, c'est un mode de fonctionnement en fait. C'est un mode de fonctionnement. Et j'irai pas beaucoup plus loin là-dessus pour ce soir, surtout qu'il va rester des traces de mon stream. Donc il y a des choses que je ne pourrais pas dire publiquement et enregistrer. Donc très très intéressant en la matière, enfin très encourageant. Et donc après ça, j'ai vendredi soir, quand je suis rentré, je découvre un mail d'une école dont je vous avais parlé, avec laquelle je discute depuis le mois d'août, de mi-août, et la toute première version du tout premier outil. Et donc l'école en question me propose de reprendre en main le mémoire de fin d'études de A à Z, de reprendre en main la méthodo, de reprendre en main tout ce qui a trait à la supervision, le cahier des charges, etc. et d'introduire mes outils. Donc génial. Alors je sais que j'ai évoqué cette école, mais j'ai reçu une proposition vendredi que j'ai acceptée ce matin même, et on va en rediscuter dans les jours à venir. Donc tout ça pour dire que ce sera pour moi la situation rêvée dans laquelle je peux tester moi-même in vivo en fait, dans son milieu naturel, mon écosystème et toute ma suite d'outils. Et donc ça veut dire que je peux les mettre en place comme j'aimerais qu'ils le soient dans l'idéal, ou en tout cas dans une situation raisonnablement proche de l'idéal. Et à partir de là, je pourrais avoir la plus belle vitrine qui soit. C'est-à-dire que je pourrais dire, regardez, dans telle école, ils m'ont appelé pour le mettre en place, et ça donne ça à cet endroit-là. Mais non seulement ça donne ça, mais en plus ça donne ça comme moi je rêverais qu'il soit. Donc je ne peux pas rêver mieux. Entre nous, ce ne sera pas le contrat du siècle, ce ne sera pas un contrat hyper lucratif, mais ce n'est pas le problème. Pour moi, ce qui est important ici, c'est d'avoir cette vitrine et ce labo d'expérimentation. Donc je suis très 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 content. Et puis, autre chose, alors qui est tout frais, ça date d'aujourd'hui. Ce matin, j'envoie un message à un DG d'école
que son employeur m'avait conseillé de contacter. Et donc je le contacte, en tiens, je vous contacte sur les conseils de machin. Et alors souvent ça ouvre des portes, on est bien d'accord. Mais pas toujours très vite. Parfois certains ils vont un peu à reculons, ils disent ça vient du patron. D'autres se disent c'est une bonne idée, ou ils veulent faire bonne figure, j'en sais rien. Le fait est que 2 heures après, l'assistante du DG m'a appelé pour me proposer qu'on se rencontre pour une démo qui est prévue dans 2 semaines. Donc parfait. Donc là aussi, je suis très content. Après, il faudra que je sois bon, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, j'ai eu ça. Et ensuite, j'ai également pu boucler un accord avec un autre gros prescripteur de l'enseignement supérieur qui, lui, touche surtout aux établissements privés sous contrat qui ont des BTS pour les rapports de stage. Pour qu'on organise un webinaire auprès des chefs d'établissement à la fin du mois d'avril. Et donc on a tout calé et donc là tout est prêt à partir. Et puis cette semaine, jeudi, mais ça je vous en reparlerai la prochaine fois, jeudi je fais un webinaire avec Headway, dont je vous parlais tout à l'heure, qui organisait le salon d'expérience étudiante. Donc je fais un webinaire, encore une fois, qui s'adresse aux DG, aux directions pédagogiques de l'enseignement supérieur en Europe, sur le mémoire de fin d'études à l'heure de l'IA. Donc encore une fois, une belle vitrine, une belle tribune dans tous les cas. Donc je suis très 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 content de tout ça. Et puis, dernière petite chose, j'ai avancé sur mon CRM. Donc comme je vous avais dit la dernière fois, donc ma base de données de prospects qui ne sont pas encore des clients et qui, j'espère, pour un certain nombre, les plus sérieux, le deviendront. Et donc j'avais employé un certain nombre d'outils qui me permettaient de récupérer les noms des dirigeants, des adresses mail, des profils LinkedIn, parfois des coordonnées téléphoniques professionnelles, mais tout ça était assez épars, pas super fiable, pas super satisfaisant. Et à un moment donné, comment dire, alors que je m'y attendais plus, que j'étais un peu dépité, j'ai découvert autre chose dont je vais vous faire part tout de suite. Alors certains en ont déjà entendu parler, il s'agit de Vertex. Alors Vertex, c'est quoi ? C'est un outil développé par Google en 2021. Alors je vais juste vous montrer, explique-moi Vertex. Je vais partager mon écran avec vous, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que c'est. Alors, je suis ici. Tac. Donc, je vous disais, Vertex, c'est un outil développé par Google qui, en fait, permet d'aller explorer le plus profond du web, et qui permet d'aller chercher dans les confins d'Internet ce qu'on ne trouve pas par ailleurs, et qui permet surtout d'automatiser tout ça. Alors, je vous lis, donc j'ai demandé à Gemini, donc rien de mieux que l'IA de Google, pour me parler de cet outil de Google. Donc j'ai demandé à Gemini de m'expliquer ce qu'était Vertex. Alors, en quelques mots, Vertex a été créé en 2021 d'abord pour faire du machine learning, c'est-à-dire en fait tout ce qui permettait aux ordinateurs et aux machines d'apprendre par elles-mêmes et de générer les premières automatisations qui aujourd'hui alimentent les grands modèles de langage que sont ChatGPT, que sont Claude, etc. Et donc ça a été en 2021. Et jusqu'en 2024, très utilisé par des ingénieurs en informatique exclusivement, puis
un peu tombé en déshérence après 2024 et remis au goût du jour en janvier 2026 avec les développements que là je vous présente et qui sont phénoménaux. Alors, Vertex fait quoi? Vertex AI est la plateforme de machine learning unifiée de Google Cloud, conçue pour aider les développeurs et les data scientists à créer, déployer et mettre à l'échelle des modèles d'IA plus rapidement. Elle regroupe tous les services cloud de Google destinés à l'apprentissage automatique au sein d'un environnement et d'une, on va dire, API d'une identité unique. Voici une présentation structurée de ses composants et de son utilité. Les composants clés. Vertex AI sert de pont entre la science des données et les opérations informatiques. Gemini sur Vertex AI donne accès aux modèles multimodaux les plus avancés de Google pour les tester et les adapter à des besoins métiers spécifiques. C'est-à-dire que, grosso modo, quand vous prenez ici Gemini, on a ici la version grand public. Et même si j'étais une entreprise, avec un compte entreprise seul, j'aurais la version strictement entreprise. Or, là, avec Vertex, je peux créer un Gemini qui sera propre à mes besoins, propre à mon entreprise, qui sera développé pour moi-même. Et ensuite, donc, il y a un jardin de modèles, donc une bibliothèque regroupant des modèles propriétaires, des modèles open source et des modèles tiers déployables simplement. C'est-à-dire plus besoin de faire de grosses installations requérant d'énormes équipements. On peut le faire très facilement et sans trop consommer de données ni d'espace de stockage. Ensuite, Generative AI Studio, une console spécialisée pour le prototypage rapide, le test de prompt et la création d'agents conversationnels. Bon, là, je dirais, ça c'est assez commun finalement dans le monde de l'IA, mais ce qui est plus intéressant, ça va être ici. Le cycle de vie d'un projet sur Vertex. La plateforme gère chaque étape du développement d'un modèle, ce qui n'existait pas jusqu'alors. Préparation des données. Des outils aident à gérer et à étiqueter les données avant l'entraînement. Entraînement, vous pouvez utiliser donc l'automatisation pour créer des modèles sans coder ou pour personnaliser l'entraînement avec vos propres cadres et donc comme ici il propose TensorFlow ou PyTorch, donc ce sont en gros en utilisant un langage facilement reproductible en langage naturel. Déploiement et mise à l'échelle. Une fois prêt, le modèle est servi via des points de terminaison évolutifs pour des prédictions en temps réel ou par lot. C'est-à-dire qu'en gros, le modèle, quand vous le faites tourner, peut soit tourner complètement à plein, soit faire des tests sur des lots, sur des échantillons, vérifier par lui-même que ça marche bien, vérifier par lui-même qu'effectivement ça tourne correctement, qu'il n'y a pas d'erreur. S'il y a des erreurs, il va en chercher la cause, les corriger, ensuite relance sur un autre échantillon, s'assure que ça marche, et puis après peut lancer la machine sans que vous ayez à corriger finalement tout à la main. Donc un énorme chantier. Les avantages majeurs, interface unifiée, tout est centralisé dans Google au lieu de passer par des outils différents. Ancrage permet d'ancrer vos modèles privés dans vos propres données ou dans la recherche Google pour garantir l'exactitude des faits. C'est là que c'est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous retrouvez pour la première fois avec un outil qui va aller chercher en temps réel sur tout le web, sur tout Internet, ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que vous aurez des données qui seront forcément les données les plus à jour disponibles sur Internet. Et fini les données venant de bases de données déclaratives sur lesquelles on est susceptible d'être un peu à la traîne. Type, alors vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite en quoi c'est important pour moi. Type, un DG d'école qui est parti mais qui n'a pas encore changé son profil LinkedIn, qui selon son profil LinkedIn est toujours en poste à tel endroit et en fait qui va rester en poste sur LinkedIn au même endroit tant qu'un nouveau DG n'a pas été trouvé et tant que lui n'a pas trouvé de nouveau poste ailleurs. Donc grosso modo, vous vous retrouvez avec énormément de données qui sont susceptibles d'être obsolètes
parce qu'elles n'ont pas été mises à jour par les principaux intéressés ou par les propriétaires des bases de données. En revanche, donc cet outil, il constatera que il y a une offre d'emploi qui a été publiée ou qui a circulé à un endroit donné pour tel poste de DG, donc ça laisse à penser que le poste est susceptible d'être vacant, et donc à ce moment-là, il va vérifier tout ce qui peut concorder, tout ce qui peut aller dans ce sens-là, et si effectivement il y a plusieurs sources concordantes, va estimer que la donnée disant tiens tel est en poste sur tel poste est probablement une donnée fausse ou obsolète ou ambiguë, ce que vous ne sauriez pas autrement. Donc c'est vraiment ce qu'il permet. Et donc il rend du coup l'IA complètement accessible à tous les experts grâce à des fonctionnalités automatisées. Je vous dis tout ça c'est automatisé. Moi je vous montrerai dans quelques instants comment ça marche. Juste quelques éléments de comparaison sur la configuration traditionnelle et celle de Vertex. Donc temps d'installation sur les installations traditionnelles, des jours ou des semaines pour les serveurs. Là, pour Vertex, quelques minutes dans des environnements prêts, naturellement prêts. La complexité, alors, je confirme, l'installation sur les modèles classiques, gestion manuelle infernale. J'ai galéré, avant de pouvoir le déployer, et je vais vous expliquer un truc qui va vous faire sourire. Vertex, en revanche, a tout de complètement unifié. Donc, une fois que vous avez compris comment le truc marchait à un endroit, ça marche pareil partout. Accès au modèle. Donc là, vous construisez à partir de zéro quand vous êtes sur du traditionnel, tandis que là, vous avez un accès infini à tous les modèles qui existent et que vous pouvez modifier à votre sauce. C'est ça qui est intéressant aussi. Quant à la maintenance, sur une installation classique, la maintenance était hyper complexe. Là, sur Vertex, pas de maintenance. Je ne vais pas dire que tout est automatisé et géré par Google. Alors, je peux vous montrer maintenant une petite chose. Donc ici, je partage avec vous autre chose. Donc là, je suis toujours sur mon CRM. Là, je cherche à l'enrichir avec toutes les universités britanniques. Et donc, je lui ai donné un certain nombre d'instructions. Donc là, je fais appel à Vertex par Codex. Codex, donc c'est une appli développée par OpenAI pour faire du développement. Et moi, donc elle va taper dans Vertex. Et là, je lui ai demandé, attends, vous allez voir, je lui avais demandé déjà de me télécharger une liste de toutes les universités et de tous les colleges aux États-Unis, de les scinder par État également, que je puisse bien les connaître. Et ensuite, donc il me l'a fait. Le fichier est là, j'irai le chercher plus tard. Et je lui ai demandé ensuite de me faire la même chose pour le Royaume-Uni en intégrant. Alors les établissements ATHE, ce sont ceux qui sont l'équivalent des écoles RNCP en France. Et donc Vertex, là, avec Vertex, il est allé vérifier tous les listings qui existent, les listings publics. Ici, donc il regarde, il va aller chercher aux confins d'Internet ce qui a trait à ces pages, ATHE, va retrouver des pages anciennes, des pages récentes, va confirmer, va croiser le tout et donc m'informe des différentes étapes. Et donc là, il me demande est-ce que je souhaite qu'il utilise l'API Ajax ATHE pour extraire tous les établissements en format de mon CRM. Donc en gros, est-ce que je veux qu'il aille taper dans la base de données identifiée par Google ou référencée par Google qui recense toutes les écoles ATHE, donc type RNCP au Royaume-Uni? La réponse est bien entendu. Évidemment. Alors, je vous indique pas ce que veut dire la commande, c'est pas spécialement intéressant. Mais donc là, j'ai ici Vertex qui travaille, c'est-à-dire qui va vérifier en fait un certain nombre d'adresses, de sites internet, qui va ensuite récupérer sur chacune des pages identifiées les données pertinentes, les données dont j'ai besoin,
qui va les confronter également à la date de mise à jour des dites pages, confronter avec d'autres pages plus récentes pour voir si les données sont concordantes ou pas, et ensuite me faire un fichier qui me permettra d'avoir au final l'équivalent de cette base de données que je vous avais déjà montré il y a quelque temps, où là j'ai juste pour la France, j'ai une liste de 2652 établissements pour lesquels j'ai réussi à récupérer les contacts. Donc vous voyez, j'ai le nom du dirigeant, j'ai un mail, un téléphone, un profil LinkedIn, et donc j'ai ça pour près de 2000. C'est-à-dire que je vais en avoir à peu près 5 ou 600 qui sont encore vides et que je continue d'enrichir. Voilà pour l'autre élément qui me semblait intéressant pour cette semaine, en matière à la fois de développement de l'IA et à la fois de mon côté. Alors, bonsoir Tariq. Bonsoir, sois le bienvenu parmi nous. Voici du coup sur l'Odyssée de la semaine et sur les vraies nouveautés à mon goût. Donc je vais à présent passer au thème du jour qui est sur donc la collecte des données. Quand est-ce qu'on s'arrête en fait? À partir de quand est-ce que ça n'est plus utile de continuer à collecter des données? Et quand je dis ça, à l'instant, je ne peux pas m'empêcher de ricaner parce que c'est un peu ce à quoi j'ai été confronté avec la base de données, avec mon CRM et ce que je vous présentais à l'instant. C'est-à-dire que je fais tourner en fait le modèle. Au fur et à mesure, à chaque fois que je fais tourner le modèle une fois de plus, que je lui fais faire une recherche de plus profonde, plus lointaine, eh bien, forcément, chaque itération nouvelle m'apporte un peu moins de données que l'itération précédente. C'est-à-dire qu'au début, la toute première itération avec Vertex m'a amené 1000 entrées. Donc j'ai eu 1000 lignes remplies. L'itération suivante, j'étais sur 500, puis j'étais à 300, 200, 150, et là, je sais que les dernières itérations sont chacune sur très peu. Ça se joue sur 15, 20, et la question c'est quand est-ce que je m'arrête? Voilà. Est-ce que ça vaut la peine de continuer, sachant que j'arriverai jamais à tout remplir, parce qu'il y a sans doute des écoles qui n'ont pas de site internet, il y a des écoles qui ne publient rien sur les réseaux sociaux. Alors, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, mais il suffit qu'il y en ait une ou deux pour que je ne trouve rien. Donc à un moment donné, il faudra bien que je m'arrête. Et la question, c'est à partir de quand est-ce que je vais m'arrêter? Et donc, dans le cadre du mémoire de fin d'études ou de la thèse, se pose à peu près le même type de question. C'est-à-dire quand est-ce qu'il faut qu'on s'arrête de collecter des données? À partir de quand ça n'est plus utile, ou à partir de quand finalement ça n'apporte plus rien? D'où un truc très important. Donc là, moi, ce que je vous disais, c'est quand je m'arrête, ça veut dire quand est-ce qu'il y a saturation. Donc la saturation, pour être clair, c'est quand la donnée supplémentaire n'apporte plus rien. Et donc, la question qui souvent m'est posée, moi j'avais hier une étudiante qui me la posait, c'est oui, mais si je conduis des entretiens, il m'en faut combien pour arriver à saturation? Eh bien, la saturation, ce n'est pas un chiffre. La saturation, c'est un processus par lequel, à un moment, on se rend compte que l'entretien supplémentaire, finalement, n'apporte plus rien. Donc, on peut s'arrêter. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas utile non plus d'aller sur de la donnée en masse pour le principe d'aller sur de la donnée en masse. Dans le cadre d'entretien, un entretien de plus ne rend pas nécessairement votre recherche meilleure. Un entretien supplémentaire ne rend pas forcément vos résultats meilleurs. Tout comme ici, une itération supplémentaire ne rendra pas forcément ma base de données beaucoup plus complète. Ou en tout cas, complète peut-être, mais pas avec les meilleures données. Ce sera sans doute avec les données les plus difficiles à trouver, peut-être des écoles un peu confidentielles, pas les plus importantes.
D'où une question, finalement, que m'a posée une étudiante, enfin la même étudiante hier, qui était, mais finalement, pourquoi est-ce qu'il faut 12 entretiens? C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut au moins 12 entretiens. Et pourquoi 12? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 10? Et d'où vient ce chiffre magique? Alors le chiffre magique de 12, ben, il vient du fait que d'expérience, on sait qu'avec moins d'une dizaine ou d'une douzaine d'entretiens, finalement, on continue d'apprendre des choses. Et c'est à partir d'une douzaine d'entretiens qu'on peut commencer à s'interroger sur la question de savoir si un entretien supplémentaire apportera véritablement quelque chose de nouveau ou bien si on risque de perdre son temps. C'est ça l'idée. Donc, quand vous en avez moins de 10, ben, vous pouvez difficilement vous rendre compte de la mesure dans laquelle, finalement, vous avez vraiment du matériau qui vous permettent de tirer des conclusions. Vous pouvez avoir des choses qui vont dans tous les sens, des trucs très épars. Vous pouvez ne pas être tout à fait au clair. Et donc, à ce moment-là, en avoir davantage aidera. Et c'est à partir de 12-15, en règle générale, qu'on commence à se faire une idée, pas trop mauvaise, de ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Donc, grosso modo, le mythe des 12 entretiens, il vient de là. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter forcément à 12. Ça veut dire qu'à 12, on commence à regarder si un entretien de plus continue d'apporter quelque chose ou pas. Et là, je parle des entretiens ici pour le mémoire, mais c'est exactement la même chose pour les itérations de modèles, comme je vous ai montré il y a quelques minutes avec Vertex, qui continue là d'ailleurs de tourner en même temps qu'on se parle. Alors, ce qui me paraît important, et vous allez voir, je vais vous montrer quelques éléments tout à l'heure, c'est d'avoir à l'esprit que beaucoup de mémoires qualitatifs donnent une impression de richesse, alors qu'en fait, ils n'analysent rien. Donc, comment est-ce qu'on peut repérer ce vide analytique? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mémoire qui donne une impression de richesse alors qu'il n'analyse rien? C'est un mémoire qui, en fait, si vous voulez, produit beaucoup d'entretiens, produit beaucoup de données, mais de la donnée dont on ne peut rien faire. Ou en tout cas, de la donnée dont on ne propose pas une interprétation qui tienne la route, de la donnée qui est là pour de la donnée finalement. Donc pas super intéressant. Là-dessus, plutôt que de vous montrer un mémoire, ça je le ferai un peu plus tard, je vais juste vous montrer un truc qui moi, me frappe toujours. C'est une émission de télé que j'aimais bien à une époque, c'est-à-dire quand elle a été une émission de télé que j'aimais bien il y a une bonne quinzaine d'années, quand elle a vu le jour, C'est dans l'air. C'est dans l'air, bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, donc tous les soirs, enfin du lundi au samedi, vous avez, je crois que c'est Caroline Roux, si je ne me trompe pas, qui reçoit des invités, des chroniqueurs pour parler pendant aujourd'hui un peu plus d'une heure d'un sujet d'actualité, de l'actualité chaude du moment. Et donc à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que l'émission durait 45 minutes, et puis progressivement, elle s'est approchée d'une heure pour mordre et dépasser. Alors là, juste, regardez juste les titres, les titres des différentes émissions. Ensuite, vous verrez avec les invités. Donc les titres, Trump, le pari de l'escalade militaire. Donc ça, c'est la guerre en Iran. Iran, la guerre du pétrole a commencé. Ça, c'était le lendemain. Le jour d'après, pétrole, la flambée qui fait peur à Trump. Le jour d'après, détroit d'Ormuz, la bataille navale et la guerre. Bon, si je clique, ça va le lancer. Détroit d'Ormuz, les nouvelles menaces de l'Iran. Un soldat tué, 6 blessés, la France entraînée dans l'escalade. Détroit d'Ormuz, Trump appelle la France à l'aide. Donc là, en gros,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 émissions consécutives qui nous parlent de la même chose avec les mêmes invités. Est-ce que, véritablement, après la première, Trump, le pari d'escalade militaire, est-ce qu'après la première, on est encore susceptible d'apprendre de nouvelles choses sur les enjeux de la guerre au Moyen-Orient? Probablement. En 1 heure et 3 minutes, tout n'a sans doute pas été épuisé. Donc la guerre du pétrole a commencé le lendemain. D'accord, là on voit qu'il y a effectivement un accent porté sur le pétrole dans la mesure où le détroit d'Ormuz fait transiter à peu près 80% de la production pétrolière mondiale, enfin du pétrole vendu dans le monde. Donc effectivement, on peut apprendre de nouvelles choses. Ici, on était sur le jour d'avant plutôt sur une question diplomatico-militaire. Ici, on est sur le pétrole, d'accord. Le surlendemain, pétrole, la flambée qui fait peur à Trump. Bon, là, je crains. Alors, je pense qu'on doit être sur quelque chose de pas très différent de la veille. Donc, qu'est-ce que l'émission du 10 mars apporte par rapport à celle du 9? Alors, il faudrait voir les deux pour s'en convaincre. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de redondance entre les deux. Surtout, je vous disais, avec les mêmes invités, le plus souvent. Le lendemain, le détroit d'Ormuz, la bataille navale et la guerre, etc. Bon, je pense qu'on aura compris. Le jour suivant, détroit d'Ormuz, les nouvelles menaces. Et là, on voit le pétrole repasse au-dessus de $100. Bon, je pense que 4 jours consécutifs à entendre parler du détroit d'Ormuz et du pétrole, c'est bon. Je pense que c'est suffisant. On a à peu près compris, sans doute, de quoi il retourne. Est-il nécessaire de continuer à refaire sans cesse, encore et encore, les mêmes émissions sur quasiment le même thème? Alors, je regarde quand même, on va voir ce qui ressort. Bon, un soldat français tué, 6 blessés, la France entraînée malgré elle, d'accord. Le lendemain, Donald Trump, toujours détroit d'Ormuz, donc on revient sur ce qu'il y avait l'avant-veille. Donald Trump demande de l'aide à la France. Donc là, on fait le pont entre les émissions du 13 et du 12 mars. Admettons, pourquoi pas. Le 17 mars, pardon, puisqu'il y avait un week-end entre les deux. Le 17 mars, détroit d'Ormuz, la France dit non. Donc ici, on est sur la réponse à ce qu'il y avait le 14. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, ici, on demande un appel à la France dit non. Je veux bien. Au passage, juste 2 émissions qui se perdent sur les municipales. Je continue. Le 19, Iran, après le pétrole, la guerre du gaz. Bon, on le saura tous, grosso modo. Moi, ce que je comprends ici, grosso modo, c'est qu'on a déjà tout dit, sur le pétrole. Si on veut quand même continuer à avoir des choses à dire, il faut peut-être qu'on se déporte sur autre chose. Bon, on va peut-être parler du Qatar et du gaz. Bah oui, sauf que le Qatar, c'est le seul pays du Moyen-Orient qui n'est pas en guerre avec l'Iran. C'est le seul pays préservé par l'Iran. Donc, une émission là qui nous dira quoi? Bah finalement, ne vous inquiétez pas trop. Grosso modo, j'exagère en grande partie, mais c'est un petit peu l'idée. Et donc, on continue. L'Amérique se souviendra des lâches. Donc là, c'est l'Amérique se souviendra que la France a dit non et que d'autres pays ont dit non. Donc on revient, vous voyez, encore une fois, là-dessus. Donc le fils de le nouveau guide suprême, le fils du prédécesseur, ok. Ensuite, émission du 24, Hormuz, choc mondial. Trump cherche-t-il la sortie? Choc mondial, bah oui, mais on le sait, ça fait quand même depuis le 9 mars qu'on le voit tous les jours quasiment, ou 4 jours sur 5. Mais c'est pas suffisant. Le 25, Trump envoie son plan de paix et ses menaces. Bon, admettons. Ensuite, le choc pétrolier, dont on parle encore et encore. Trump et l'Iran, cessez-le-feu ou grand bluff? Et puis,
là, on a fait le tour. Donc finalement, comme on a fait le tour je dirais presque de la guerre en Iran, comme on a fait le tour de ce qu'il peut y avoir à dire sur le choc pétrolier, sinon de dire, bah tiens, aujourd'hui ça a augmenté un petit peu plus que la veille, bon, on passe à autre chose. Le Yémen et les Houthis, qui effectivement se sont aussi engagés aux côtés de l'Iran. D'accord. Et puis là, Trump prépare ses Marines. Ça, c'était ce soir. Donc en gros, est-ce que là, une émission supplémentaire véritablement nous apporte beaucoup d'éléments nouveaux pour mieux comprendre ce qui se passe? Moi, je vous dirais probablement pas. On n'a pas forcément besoin finalement d'avoir droit tous les jours à une heure d'échange sur le plateau de C'est dans l'air ou toute autre émission qui nous racontera les mêmes histoires. Et ça, vous allez voir, on a exactement la même chose avec les invités. Vous allez voir tout de suite. Donc, je vais aller vite. Là, les invités, imaginez, sont les entretiens supplémentaires. Donc, Gilles Kepel, l'Iran résiste jusqu'à quand? Bon, ok. Nathalie Loiseau, Ukraine, Iran, l'Europe tiraillée. Tiens, là, ça peut être intéressant. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Nathalie Loiseau, en tant que députée européenne, en tant que présidente du groupe Renew au Parlement européen, oui, peut avoir des choses à nous dire sur la position de l'Europe là-dessus. Bon, Gilles Kepel, c'est un historien comme un autre finalement. On continue. Ici, on se retrouve avec Bernard Rogel, Guerre au Moyen-Orient, son analyse, mais qui va dans le même sens que les autres. Grosso modo, ils sont toujours tous d'accord. Il y a toujours un consensus, ce qui veut dire que ce qu'on apprend de plus, ce qu'on entend de plus, nous apporte pas énormément. Solène Chalvon-Fioriti, en immersion au cœur du pays taliban. Bon, là, ça peut être intéressant de voir de l'intérieur, mais on l'a déjà entendu par le passé, donc est-ce que ce sera vraiment nouveau? Pas sûr, mais pas inintéressant a priori. Thomas Porcher, choc pétrolier. Donc là, c'est un économiste qui va nous expliquer finalement ce que c'est qu'un choc pétrolier, comment ça marche, etc. Et en gros, je dirais, à chaque fois qu'il y a une hausse des cours, on a un économiste qui vient nous raconter à peu près le même type d'histoire. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant? Oui, en soi, mais est-ce que ça apporte beaucoup? Pas vraiment. Armin Arefi, œil pour œil, dent pour dent. Donc là, on est sur la réaction des gardiens de la Révolution à la position des États-Unis et donc le blocage du détroit d'Ormuz, etc., etc. Donc finalement, on est là sur une analyse, admettons. Et puis en fait, je ne vais pas tous vous les faire là, mais ce que je veux juste vous montrer ici, c'est que on se retrouve systématiquement sur les mêmes choses. Donc vers une crise économique, détroit d'Ormuz, Trump appelle l'Europe au secours, Fanny Guinochet, guerre du pétrole, la facture s'allonge, Trump dans le piège du Moyen-Orient, bon ça on l'a déjà entendu beaucoup, Cécile Cornudet, bon là les municipales, autant pour moi. Mélanie, tiens, ça on l'a peu entendu, vous voyez, donc le référendum en Italie, en revanche, là, on a très peu d'émissions qui en parlent, donc il y a probablement plein de choses qu'on aurait pu encore apprendre sur le sujet. Tout ça donc pour dire que, je vais arrêter là-dessus, inutile je pense de continuer à l'envi, tout ça pour dire que finalement, juxtaposer des paroles sans véritablement construire un mécanisme, sans chercher à montrer la logique d'ensemble, sans chercher à montrer finalement la compréhension du tout, mais en étant purement descriptif, illustratif de tiens, il s'est passé ça aujourd'hui, c'est révélateur de ceci et de cela, et puis le lendemain il se passe un truc un petit peu différent mais qui est révélateur des mêmes choses. Bon, au bout du compte, je crois qu'on a compris. Et donc ce qui est toujours délicat, c'est finalement d'avoir
c'est d'avoir d'avoir, je dirais, l'honnêteté intellectuelle, de dire bon, maintenant on dit stop, maintenant ça va, on a compris. Vous voyez, là, je ne sais pas si c'était votre cas, mais pour ce qui me concerne, pour ce qui est de la guerre au Moyen-Orient, mais c'est dans l'air. Eh oui, Clément. Donc pour ce qui est de la guerre au Moyen-Orient, de ce qu'on a pu entendre, je pense qu'après 3 émissions, enfin une émission, on a généralement plutôt fait le tour. Pour ma part, mais là c'est un jugement quasiment de valeur, hein, donc je vous prie de m'en excuser, mais pour ma part, c'est dans l'air, c'est une émission que j'aime beaucoup moins qu'auparavant, parce que je trouve qu'au bout d'un quart d'heure, on a fait le tour, et après ça tourne en rond. Donc au bout d'un quart d'heure, pendant un quart d'heure, on commence à apprendre des choses, et puis au bout d'un quart d'heure, on redit les mêmes choses, différemment. Et donc vous faites 3 tours de plus. Donc au bout d'une heure, je pense qu'on a bien compris de quoi il s'agit. Et imaginez que vous avez le même thème qui se reproduit tous les jours de la semaine. Donc à un moment donné, ouais, vraiment vous saturez, vous dites ouais, c'est bon, ça va, il y en a marre. Et en gros, ce il y en a marre, ça veut dire j'ai compris, c'est plus la peine. N'en jetez plus. Et en fait, c'est ça tout l'enjeu de la saturation théorique. C'est vraiment de savoir quand on n'a plus besoin d'aller plus loin. Quand on peut dire bon, ça y est, c'est bon, ça suffit. Donc, je voulais vous montrer autre chose à l'inverse. Un mémoire, en l'occurrence, que j'avais trouvé très bien. Alors, je l'ai trouvé très bien, pas parce que je l'avais supervisé, mais j'avais eu la chance de bien tomber, c'est-à-dire de tomber sur des étudiants qui étaient très bons, qui avaient fait un très bon mémoire. Donc, c'était un mémoire sur... attendez, vous allez voir. Je vous montre ici. Tac. Sur le mécénat d'entreprise, au-delà des préjugés, quand les nouvelles motivations transforment les stratégies d'investissement philanthropique. Et là, ce qui était très intéressant, je trouve, c'est que donc c'est un mémoire fait en trinôme. Alors confidentiel, non, il n'y a rien de vraiment confidentiel dans cette histoire. Alors, ce que je vais revoir avec vous, c'est ici en fait un certain nombre de choses que les étudiants ont vues dans la littérature, c'est qu'en gros, c'était des éléments déjà sur les entreprises mécènes. Donc, qui sont les mécènes et finalement, pourquoi est-ce qu'ils font acte de philanthropie. Donc, je ne vais pas vous relire ça, mais en gros, ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent, c'est que le mécénat d'entreprise, c'est surtout, en tout cas de manière vraiment visible, le fait des plus grandes. Les plus grandes, c'est-à-dire en France, les entreprises du CAC 40. Donc les 40 plus importantes cotations boursières. Et là, donc ce que nous disent les 3 étudiants, c'est que ce qu'ils vont faire, c'est regarder effectivement les politiques de mécénat des 40 entreprises du CAC. À partir de là, on pourrait dire oui, mais est-ce que ce serait pertinent, est-ce que ce serait intéressant d'aller chercher d'autres entreprises au-delà du CAC 40, par exemple le SBF 120 ou le SBF 250, qui sont des entreprises bien plus petites. Ça peut être intéressant quand même de savoir ce que ferait une entreprise comme Eramet par exemple. Oui, ça pourrait, mais est-ce que ça nous permet de mieux comprendre finalement ce que fait une entreprise lorsqu'elle fait acte de mécénat? Pas forcément. 40, là on a déjà compris, avec les 40 du CAC, on a l'ensemble des entreprises vraiment significatives en la matière. Donc inutile d'aller chercher au-delà. Là je vous prends un cas extrême, celui où le chiffre 40, qui sera en plus le nombre d'entretiens avec des acteurs du mécénat dans ces grandes entreprises, correspond à quasiment toute la population. Mais là, on ne peut pas aller au-delà. Ou si on veut aller au-delà, ça devient ridicule. Et donc ce qui est intéressant ici, on a donc des entretiens menés avec les délégués
alors ça s'appelle comme ça, délégué général de la fondation de chacune de ces entreprises, de ces grandes entreprises. Donc, vous voyez, là, ça devient intéressant parce qu'en plus de ça, on interroge la fondation, c'est-à-dire le bras armé du mécénat et non pas un vague responsable de je ne sais quoi qui nous bercerait de belles paroles sur le mécénat en des termes généraux et génériques. Donc là, ici, ce que je trouve très fort aussi pour bien apprendre des choses sur les interlocuteurs, comment s'organise la fondation, quel est votre rôle dans la fondation. Donc là, la personne parle d'elle, de ce qu'elle fait, et au bout d'un moment, donc sur les premiers entretiens, vous apprenez, vous découvrez des choses. Vous comprenez un peu comment ça marche, ce que fait un délégué général, et puis un deuxième délégué général vous dit aussi ce qu'il fait, c'est un petit peu différent, mais vous voyez aussi des choses qui se ressemblent, et puis un troisième vous dit encore des choses, et au bout d'un moment, vous vous dites, bon ça va, je crois que j'ai compris, je vois ce qu'il y a de commun à ce que font tous ces gens, mais je vois aussi sur quoi il peut y avoir des éléments de spécificité. Donc là, ça peut être sur les activités de mécénat. Donc quelles sont les activités de mécénat les plus significatives pour la fondation selon vous? Quels sont les domaines d'intervention privilégiés? Pourquoi vous les avez choisis? Donc là, toujours pareil, à un moment donné, vous vous rendrez compte que les activités de mécénat les plus importantes, on se rend compte au fil des entretiens que c'est pour beaucoup ce qui a trait à l'environnement, ce qui a trait aussi au sport et à la culture. Et dans une moindre mesure, le social. Je dis moindre mesure parce que c'est quand même existant, mais c'est quand même loin derrière. En gros, ce qu'on constate, si vous voulez, quand on conduit les entretiens, c'est que le mécénat culturel est surtout le fait des entreprises du luxe. Et des entreprises du luxe, le mécénat social, c'est plutôt les entreprises du BTP, mais ce qui généralement va aussi avec la sociologie même de ces entreprises. Souvent des jeunes qui ont été sortis du système scolaire assez tôt, etc. Donc grosso modo, ce que je veux vous dire par là, c'est que avec les entretiens, donc on n'a pas besoin d'avoir 40 entretiens de personnes du BTP pour comprendre comment fonctionne le mécénat chez Bouygues. On n'a pas besoin d'avoir 40 entreprises du type Bouygues pour comprendre que le mécénat chez Bouygues, chez Vinci, chez Eiffage, finalement ça se ressemble un petit peu parce qu'il y a une sorte de sociologie et d'appétence commune. Quand on interroge les patrons de la fondation Hermès, Kering ou LVMH, on comprend l'importance de la culture. Et là, pareil, il n'y a pas forcément besoin d'en interroger 40 qui sont dans l'industrie du luxe, etc. etc. Donc, je vous les refais pas tous, bien sûr. Mais tout ça pour dire que les étudiants savaient s'arrêter. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'était de bien comprendre, donc comment ces grandes entreprises présentaient leur politique de mécénat, comment elles la construisaient. Et donc ensuite, donc là je cherche des endroits où on voit des éléments, des extraits d'entretien. Donc ici sont, regardez, je vous parlais de Bouygues. Ici, vous avez le délégué général qui vous dit il s'agit de donner du sens au travail des salariés de Bouygues Construction, ce qui joue nécessairement sur le moral des salariés. Ok, le fonds Solidarity Accor Hotel, bon, etc. Donc, là où je voulais en venir ici, c'est sur le fait que je vois juste que Clément a fait une remarque. Le but de l'émission est-il de transmettre des informations ou de faire de l'audience? Alors, je reviens juste là-dessus, sur ce qu'on se disait tout à l'heure à propos de C'est dans l'air.
C'est dans l'air, c'est France 5. France 5, c'est la chaîne du service public la plus portée sur la connaissance, sur la diffusion de la connaissance vis-à-vis du public. Donc France 5 est probablement l'une des chaînes les moins susceptibles d'être accusées de courir après l'audience. Alors je ne dis pas que ça ne les préoccupe pas, mais je pense qu'en fait, France 5, avec C'est dans l'air en particulier, est tombé dans un piège qui a été de perdre de vue la hauteur de vue, la hauteur de réflexion qu'elle pouvait avoir par le passé, et finalement est tombé dans même pas le sensationnalisme, non, mais dans le commentaire à tiède, je ne vais pas dire à chaud, mais quasiment à tiède de l'actualité du moment. J'ai l'impression que c'est une sorte de réaction ou de réponse aux chaînes d'infos en continu qui balancent des images quasiment en temps réel, commentent sans que ce soit véritablement pertinent, et sans que ce soit véritablement pertinent, et puis là, on se rend compte que C'est dans l'air, vraiment patine un peu. Je pense que C'est dans l'air, c'est une émission qui est vraiment remarquable, ou qui serait vraiment toujours remarquable si elle continuait de prendre chaque jour un élément particulier de l'actualité et le discutait aussi loin que possible. À titre d'exemple, hier sur Twitch, j'ai vu Cassandre, ou Cassandré, je ne sais pas exactement comment il se fait appeler, parce que j'ai jamais entendu véritablement le nom prononcé en phonétique, qui parlait de la sévérité croissante au Sénégal sur la pénalisation de l'homosexualité. Et donc une loi a été passée au Sénégal la semaine dernière qui réprime plus durement encore l'homosexualité. Et donc là, c'est quelque chose qui est un élément fort de l'actualité, parce que ça soulève de grandes questions de société, notamment sur l'acceptation de l'homosexualité, l'acceptation de comportements différents de la norme socialement admise. Ça pose des questions aussi sur la place du religieux, etc. Bref, tout le stream était consacré à cet élément de l'actualité. Et donc l'actualité, elle ne se résume pas au Moyen-Orient. En fait, elle ne se résume pas au détroit d'Ormuz. Si c'était le cas, ça se saurait. Donc il s'est passé des tas de choses à d'autres endroits, et par le passé, C'est dans l'air, chaque jour, traitait d'un événement ou d'un élément structurant de l'actualité, ou en tout cas important. Et depuis quelques années, je ne saurais plus dire qui, probablement depuis le Covid, où tous les soirs on avait un épidémiologiste qui nous parlait de l'évolution de la pandémie. Bon, il y a aussi l'Ukraine, tu nous dis Clément, mais tu as raison. Mais donc en gros, j'ai l'impression que depuis le Covid-19, tous les soirs, on a l'actualité, je veux dire, commode du moment, ou un peu facile. C'est-à-dire qu'il est aussi quelque part plus facile de trouver des personnes qui pourront vous parler de l'Iran dans la mesure où ils vous ont déjà parlé de l'Iran. Alors que trouver au débeauté, alors consensuel, on est entièrement d'accord là-dessus, on est entièrement d'accord là-dessus. Quand vous regardez ces émissions, rarement vous avez des invités qui sont en désaccord les uns avec les autres. Souvent, ils se complètent. Oui, vous avez raison, d'ailleurs, blablabla. Ah oui, on pourrait même ajouter que... Mais en fait, ils sont tous d'accord entre eux, quoi. Donc, consensuel, absolument. Donc là, on est quelque part dans une espèce
de paresse intellectuelle, hein, finalement, hein. Peut-être de paresse éditoriale aussi, hein. Parce que je repense, je repense à toi, Clément. Euh, un truc tout bête dont on a peut-être peu parlé. Le Monténégro devrait intégrer l'Union européenne en 2028, mais il se trouve que le Monténégro est déjà un membre de la zone euro, sans être membre de l'Union européenne. Et ça soulève plein de questions. Donc il y a là comment dire, l'adhésion au 1er janvier 2028 est en train de s'organiser au Monténégro. C'est quand même un truc intéressant, enfin, je veux dire, c'est un peu insolite. Donc ça mériterait très certainement qu'on en parle. Surtout que l'euro, ça concerne à peu près tout le monde. Maintenant, Clément va me trouver comme ça au débeauté 4, 5, allez, 6 si tu y arrives, mais au minimum 4 chroniqueurs qui pourront dire des choses intelligentes sur l'adhésion du Monténégro à l'Union européenne. Il faut qu'ils soient dispo, hein, bien sûr, pour ce soir. Je crois que tu me diras, ouais, j'en connais un, moi, toi, hein, je veux dire, et voilà, et faire passer des valeurs serbes à l'extérieur, non, tu n'as pas. Bon, je pensais que tu dirais que tu pourrais sans doute en partie, donc tu me dis que non. Alors, a fortiori, si toi tu peux pas, je vois pas véritablement qui pourrait. Donc en gros, là on se retrouve avec un sujet d'actualité sur lequel on a besoin de comprendre, on a besoin d'avoir des points de vue, on a besoin d'experts, et bien un sujet d'actualité sur lequel finalement on n'a personne. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va le passer sous le tapis, on va le laisser sous le tapis, et on va parler d'un truc sur lequel on sait qu'on a des interlocuteurs. Alors tu peux sortir 2-3 personnes, mais sans reconnaissance médiatique. Oui, on est bien d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un certain nombre des personnes qu'on voit aujourd'hui ont commencé en étant d'illustres inconnus. Jack Lang, il sera toujours ravi de parler. Oui, tu as toujours le mot pour rire, Clément. Aujourd'hui, inviter Jack Lang, c'est un peu sulfureux. Quand même. Si on l'a fait sortir de l'Institut du monde arabe par la fenêtre, c'est sans doute pas pour le faire revenir sur des plateaux de télé par la grande porte. Voyons. Donc, non, sérieusement, tout ça pour dire que sur ces questions de chroniqueurs, pas chroniqueurs, etc., c'est tellement plus facile de faire venir des gens qui ont déjà parlé, dont on sait grosso modo ce qu'ils sont susceptibles de dire, plutôt que de faire venir des gens qu'on ne connaît pas, dont on ne sait pas ce qu'ils sont susceptibles de dire, dont on ne sait même pas si on arrivera à les faire parler ou pas. Donc quelque part, c'est en ceci qu'il y a peut-être une forme de paresse éditoriale de la part de C'est dans l'air. Ça c'est mon point de vue aujourd'hui, donc c'est à prendre avec énormément de précautions, bien entendu. Donc tout ça pour dire que ce que l'examinateur pour un mémoire regarde, c'est pas tellement le nombre d'entretiens, le nombre d'observations collectées, ça on s'en fiche, enfin non on s'en fiche pas forcément, mais c'est de savoir finalement ce qui en a été fait, comment on a décidé de continuer ou d'arrêter. C'est-à-dire, d'accord, très bien, j'ai fait tant d'entretiens, ok, mais la question c'est comment est-ce que vous avez décidé de vous arrêter ? Comment en êtes-vous arrivé à ce chiffre-là ? Et ça vaut dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien, mais 40 ça fait beaucoup. Est-ce que vous aviez vraiment besoin de 40 entretiens ? Et là, on pourrait dire, oui, j'avais besoin de 40 parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les 30 premiers me disaient telle chose, puis à partir du 31e, il y a eu une sorte de basculement, il y a telle chose qui est ressortie
qui est sorti qui ne ressortait pas de ceux d'avant, donc j'ai continué. Et puis après, en arrivant au 39e, je me suis rendu compte que le 39e disait des choses qui ressemblaient à ce que disait le 38e. J'ai essayé une dernière fois sur un 40e, puis je me suis rendu compte que le 40e me disait les mêmes choses que le 39e, donc j'ai arrêté. Et à ce moment-là, vous dites, ok, mais ça marche aussi à l'inverse lorsque vous avez un nombre d'entretiens plus faible, lorsque vous approchez de la quinzaine. Donc en gros, finalement, comment est-ce que vous en êtes arrivé à choisir seulement, parce que certains vous diraient seulement 12 entretiens. Et là, vous pourrez dire, j'en ai fait 12, j'en ai fait 10 d'abord, je pensais en faire plus, et puis arrivé à 10, j'ai eu l'impression que tout était épuisé, finalement, qu'ils disaient tous les mêmes choses, qu'ils allaient tous dans le même sens. Par acquis de conscience, j'en ai mené un 11e en espérant que ce serait un peu différent, ça ne l'était pas fondamentalement. J'espérais qu'un 12e me donnerait des choses un peu différentes, ça ne l'a pas été. Bon, à un moment, j'ai arrêté. Voilà, j'ai décidé d'arrêter. Donc, grosso modo, quand est-ce qu'on s'arrête ? On s'arrête quand on estime que les données n'ont plus rien à dire. On arrête la collecte des données quand la donnée supplémentaire, finalement, n'a plus rien à raconter, n'apporte plus rien à notre histoire. Donc, ce qui est important, ce que regarde le jury, c'est ça. Et ensuite, c'est aussi comment est restitué, mais ça, on en reparlera plus tard dans un autre stream, comment est restitué ce niveau de saturation. C'est-à-dire comment on arrive finalement à se rendre compte de ce que disent les données, mais aussi de ce qu'elles signifient, et à partir de quand nous donner des extraits d'entretiens supplémentaires suffisent. Voilà, n'apportent plus rien. On se dit, bon, ça va, j'ai compris, là tu nous as donné un extrait d'entretien, j'ai compris, un autre extrait de verbatim, j'ai compris aussi, puis un troisième et un quatrième, c'est bon, maintenant on peut s'arrêter, quoi. Moi j'ai compris, ça me gonfle d'en lire davantage, qui raconte toujours la même histoire, tel dit que confirmé par machin, auquel souscrit un tel, avec lequel Y est d'accord. Donc il dit, ça va, j'ai compris. N'en jetez plus. Donc ça, c'était les éléments que je voulais mettre en avant. Donc en fait, on a beaucoup de mémoire qualitatif, accumule les entretiens en pensant que ce sera suffisant, et souvent pour masquer une insuffisante réflexion sur ce qu'il est nécessaire finalement de collecter comme données. Trop de mémoire collecte trop de données inutiles, et du coup trop de données qui, au lieu de rendre le mémoire intéressant, le rendent pénible à lire, ce qui est quand même dommage. Du coup, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que trop souvent, l'excès de données en fait vient masquer une insuffisance de l'analyse et de l'interprétation, comme si copier-coller du matériau empirique suffisait pour dire voilà ce qu'il faut retenir. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce que je souhaite qu'on garde bien à l'esprit, c'est que, et je vais le marteler, donc encore une fois, parce que trop souvent c'est flou, déjà il n'y a pas de chiffre magique sur le nombre d'entretiens ou de données à collecter. 12 entretiens, chiffre magique, non. Ça veut dire que la saturation, c'est le processus par lequel on se rend compte que aller plus loin n'apportera plus rien. Ça veut dire également que ce qui est important, plus que véritablement le nombre à proprement parler, c'est l'usage qu'on en fait. Je ne vais pas opposer qualité et quantité, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit vraiment de bien avoir à l'esprit que là, ce qui va importer, c'est ce qu'on arrive à faire dire aux données qu'on a collectées, plus que simplement crâner en disant tiens, j'en ai collecté beaucoup. Voici ce que je pouvais vous dire
pour ce soir. Alors, j'aurais pu vous montrer d'autres mémoires encore, mais là, je me dis qu'il était peut-être utile de faire ce parallèle entre des émissions comme C'est dans l'air et la saturation qu'on peut avoir, alors en tout cas c'est mon cas, je ne sais pas si c'est le vôtre aussi, mais la saturation qu'on peut avoir, ou le sentiment de saturation qu'on peut éprouver lorsque tous les jours on entend les mêmes choses, on entend les mêmes thèmes, alors tournés dans tous les sens, mais qui finissent par raconter les mêmes histoires avec les mêmes invités qui forcément d'un jour à l'autre nous répètent les mêmes choses. Et donc finalement ne nous apprennent plus rien d'un jour sur l'autre. Eh bien, donc il me semblait utile de faire ce parallèle pour qu'on comprenne, j'espère, de manière d'autant plus flagrante, de l'enjeu pour le mémoire. Donc ce qui est vrai d'un programme télé peut l'être aussi, dans une certaine mesure, d'un mémoire. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était un mémoire, donc qu'on a rapidement, même pas parcouru, mais qu'on a un peu zappé. Je voulais vous montrer aussi, avec l'exemple d'un mémoire en particulier, comment on peut aussi cadrer un nombre d'entretiens pertinents et comment de ce nombre pertinent on pouvait tirer un certain nombre de leçons. Donc c'est ce que j'essaie de vous dire sur les 40 entreprises du CAC qui ont une fondation pour leurs œuvres de mécénat et de philanthropie. Donc je vous ai dit, pas forcément tout ce qu'on pouvait dire sur le sujet, mais un certain nombre de choses pour ce soir. La semaine prochaine, on sera le week-end de Pâques et donc je sais que c'est un week-end férié. Beaucoup seront soit en vacances, soit sur les routes, soit Dieu sait où. Pour ma part, Clément, nous passerons la soirée ensemble à Bobino. Donc lundi prochain avec Clément, avec Viviane et avec Jeanne qui est peut-être là ce soir, on sera au concert des Goguettes qui se produisent à Bobino jusque fin avril. Donc on va en goguette, exactement. Donc ni dimanche prochain, dimanche de Pâques, où beaucoup seront sur d'autres cieux, ni le lundi de Pâques, où beaucoup seront de retour de ces mêmes cieux et où nous serons en goguette. Il n'y aura de stream. En revanche, le prochain sera pour la semaine d'après, donc pour le 13 avril. D'ici là, bien, portez-vous bien. Je vous souhaite donc une très belle quinzaine. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end férié pascal, que vous soyez croyant ou non, il sera férié pour tout le monde, ou presque. Voici. Donc, Amal, merci à vous d'être venu ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et donc, je vous dis à la prochaine dans 2 semaines. Au revoir les amis.